Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'RCF pour le droit en débat avec ce soir Bénédicte Collin. Bonsoir. Vous travaillez à la FAFC et vous êtes avec nous pour parler d'un rapport sur la pornographie. Alors peut-être que certains se souviennent, il y a un an nous présentions votre rapport en anglais. Il a depuis été traduit en français, donc sur la pornographie en Europe. Nous allons parler de ce rapport et de la procédure qui continue au Conseil de l'Europe et ailleurs en Europe sur ce sujet difficile. Avec moi également pour en traiter sur le plateau, Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ. Alors, la pornographie et droits de l'homme, c'était le titre du rapport. Première question pour le droit en débat. La pornographie, pourquoi c'est contraire aux droits de l'homme ? Alors, la pornographie, déjà, par définition, c'est une fiction de la sexualité. Donc, toute fiction n'est pas obligatoirement mauvaise, mais la pornographie l'est, parce que c'est une vision trompeuse de la sexualité, mais surtout dangereuse. Parce que la pornographie véhicule une vision de la sexualité avec des stéréotypes sexistes, surtout envers des femmes, et encourage la violence sexuelle dans la vie quotidienne. La pornographie, c'est également une éducation désastreuse à la sexualité pour les enfants. Mais ne parlons pas seulement d'enfants. La pornographie, ça constitue aussi une addiction pour de nombreux adultes. Donc, ce n'est pas tellement un problème d'éducation sexuelle, mais c'est un problème de santé publique, de société. C'est ça, alors, je pense qu'on ne va pas redéfinir ce que c'est, je pense qu'on le sait tous. Dans votre rapport, vous faites toute une partie pour lister, en fait, un peu les problèmes vraiment de différentes natures, c'est intéressant, que cause la pornographie. Et bien sûr, donc, Internet est probablement le premier vecteur qui facilite la diffusion de la pornographie. Exactement. D'ailleurs, les recherches pornographiques constituent un tiers des recherches sur Internet, un tiers d'Internet, sachant que l'accès à la pornographie, en grande majorité, se fait de nos jours par téléphone portable. On sort de cette idée traditionnelle de la consommation de la pornographie comme quelque chose de caché chez soi. C'est quelque chose qui est inscrit dans la mobilité, dans la vie quotidienne des personnes. Et c'est un phénomène qui est partout, de manière générale. Oui. Affect, on va dire c'est souvent promu comme une liberté. Pourtant, vous dites que ça affecte quand même la vie de couple, les femmes, les hommes dans leurs relations même. Est-ce que vous pouvez expliquer Alors, la pornographie, elle pose problème derrière l'écran et devant l'écran. Donc, devant l'écran, c'est, comme je vous le disais, le contenu pornographique, il y a des recherches qui ont été faites. Et dans 80% par exemple des vidéos pornographiques, on a une violence verbale et une violence, pour 75%, une violence physique à l'encontre des femmes. Il n'y a pas de notion de consentement dans la pornographie. Donc de manière générale, on a une éducation à la violence et à des rapports de pouvoir au sein de la sexualité qui n'est pas ce qu'on doit rechercher dans une sexualité de couple, pour parler uniquement des couples. Oui, ce que je voudrais aussi dire d'emblée, c'est la raison pour laquelle vous avez fait ce rapport pour le CLJ, c'est le débat qu'il y a actuellement au Conseil de l'Europe. C'est quand même une très bonne chose que l'Assemblée du Conseil de l'Europe se soit saisie du sujet par 2 rapports introduits à peu près coup sur coup, qui cherchent les moyens autant que possible de protéger, il me semble, les enfants et les femmes, donc sous l'angle des droits des enfants et des droits des femmes. Donc ce que l'on observe, c'est une prise de conscience quand même largement partagée dans la société des ravages de la pornographie, même si en même temps il y a une généralisation de cette pratique et de cette consommation, et simultanément aussi une certaine impuissance politique face à ce phénomène qui génère énormément d'argent. Mais donc là, ce rapport prend place dans les débats parlementaires à l'Assemblée et cherche à donner des arguments aux parlementaires pour être courageux dans leur action. Parce que factuellement, quels sont les défis pour lutter contre la pornographie en ligne ? Alors, on a différents défis. Déjà, on a des défis
l'idée des défis mentaux, culturels, Mhm. parce qu'avec la pornographie, on a cette idée de liberté sexuelle, de liberté d'expression, mais il faut remettre en cause ces idées-là. On dit souvent la pornographie, ça pose pas de problème, parce que les acteurs sont consentants, tout le monde est consentant dans l'affaire, mais il faut questionner ce consentement. Qu'est-ce qui amène ces acteurs, ces personnes-là à faire ce travail et à continuer à le faire, parce que la réalité de l'industrie pornographique est quand même assez sordide. C'est des entreprises c'est des entreprises de milliards d'euros. La plus grande compagnie, MindGeek, c'est 200 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Et de manière générale, donc cette idée de liberté d'expression, liberté sexuelle, oui, mais ce sont des gens qui sont dans des situations de détresse économique et psychologique avant tout. Et cette idée maintenant de liberté sexuelle, de consommation, l'idée que les enfants peuvent apprendre aussi la sexualité par la pornographie, c'est complètement erroné, parce que la pornographie, c'est la pire éducation à la sexualité, parce que c'est l'éducation à une sexualité violente et pour soi, contre l'autre, de manière générale. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Pour moi, la grande question en préparant cette émission, c'était de se demander si on veut vraiment lutter contre. Parce que vous me disiez aussi, Grégoire Pupin, qu'avant l'émission, que malheureusement, souvent, les députés, les hommes politiques abordent la question de la pornographie de manière périphérique. C'est-à-dire qu'on réfléchit aux droits des enfants, aux droits des femmes. On n'en vient pas forcément sur le sujet lui-même. Alors, est-ce que finalement il y a cet aspect libéral qui est encore fort, mais, est-ce qu'il y a une vraie motivation politique en Europe pour lutter contre la pornographie en tant que telle ? Alors, vous avez raison, Christophe. C'est vrai qu'au niveau de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, on aborde beaucoup la lutte contre la pornographie pour protéger les enfants, les femmes des violences et des stéréotypes qu'engendre la pornographie. Mais c'est parce que ce sont les victimes les plus visibles de ce phénomène-là. Mais c'est un phénomène qui concerne tout le monde et qui enferme de nombreux hommes et de nombreuses femmes dans des situations d'addiction. Donc il y a une réelle volonté au niveau européen de lutter contre ça, qu'il s'agit de la Commission européenne pour protéger les enfants des abus sexuels, parce qu'on voit bien que c'est une réalité qui augmente et qui est nourrie par cet accès à la pornographie et que les pouvoirs publics se trouvent impuissants par rapport à ça pour l'instant. Donc il y a une volonté vraiment de changer cette situation. Et alors, on a justement souvent en réponse à ça une première peut-être fausse idée où on nous répond que c'est trop difficile, c'est pas possible, Internet c'est un flux continu, c'est trop compliqué de réguler. Est-ce que c'est vrai, c'est impossible de réguler la pornographie sur Internet, ou c'est un petit peu une démission de certains pour pas lutter contre ? Alors oui et non. Oui, il y a des défis techniques parce qu'il s'agit de collaborer avec les services qui fournissent les fournisseurs d'Internet, les sites web. Donc ça demande une collaboration avec des acteurs qui sont nouveaux, qui sont très puissants. Internet, c'est un domaine qui est difficile à contrôler, mais si on veut se donner les moyens, et je pense qu'il y a une réelle obligation légale déjà de l'État d'intervenir, parce qu'une grande partie du contenu pornographique est illégal, avec de la pornographie faite sur des mineurs. Il faut savoir que la 3e recherche sur les sites pornographiques, c'est adolescente. Donc c'est révélateur de ce qu'on recherche sur les sites pornographiques. Et oui, je pense qu'il y a aussi, on peut comparer. On entend souvent dire qu'il est difficile pour les autorités publiques de contrôler l'usage de la pornographie des sites sur Internet, mais on voit bien quand même tout ce que l'on fait en France et en Europe pour lutter par exemple contre les propos racistes ou haineux sur Internet. On arrive à le faire, on arrive très bien à le faire. N'importe quel propos raciste aujourd'hui ou autre peut très bien être rapidement identifié même par des robots qui vont ensuite demander à neutraliser la page. Donc je pense que c'est vraiment faisable au plan technique. Certains pays le font d'ailleurs plus largement, il y a des techniques de filtre sur Internet. C'est vrai que ça va contre, de cette manière, la liberté d'expression, mais la liberté d'expression a des limites en droit, évidemment, et je pense que la décence et le respect de la santé des personnes et de la dignité des personnes font partie de ces limites. Voilà. Il y a aussi un autre aspect qui est quand même essentiel, dont il faut parler, c'est l'aspect financier.
Voilà, c'est l'aspect financier de ces grands groupes qui génèrent énormément d'argent. Internet vit en partie grâce à cet argent. Les fournisseurs d'accès, certains fournisseurs d'accès en France notamment, ont débuté leur activité et ont généré leurs premiers profits grâce à la pornographie en ligne. Voilà, donc il y a des intérêts économiques considérables. Ensuite, je crois aussi qu'il faut dire que personne n'est vraiment indemne de la pornographie, et donc pour les politiques, il est parfois difficile de s'exposer publiquement sur un sujet comme celui-ci, de prendre le risque de se confronter à de telles entreprises et à de tels intérêts. Donc il y a un risque aussi personnel pour les responsables politiques de faire un tel combat. Alors le Royaume-Uni avait tout de même tenté de mener ce combat. Une proposition de loi avait été presque adoptée, ou je crois adoptée, et finalement elle n'a pas été mise en place. Elle contenait des mesures intéressantes, notamment, si je me souviens bien, l'identification obligatoire des adultes, et donc vraiment une tentative de verrouillage de la pornographie pour les mineurs. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur ce projet britannique ? Donc c'était le Digital Service Act qui avait été voté en 2017. Et donc, il y avait cette idée de vérifier l'âge des utilisateurs sur les sites pornographiques. Donc, d'un point de vue concret, il y avait vraiment ce souci de respecter la vie privée des utilisateurs, de ne pas porter atteinte. Donc, on aurait pu identifier son âge grâce à différents services, que ce soit donner son numéro de carte d'identité, sa carte de crédit, son permis de conduire, ou utiliser des services, des applications qui donnent l'autorisation une fois. Donc on enregistre son âge une fois sur Internet et on n'avait pas besoin de le refaire, et c'était des données qui étaient conservées de manière privée, donc qui auraient pu très bien être appliquées. Malheureusement, je ne sais pas si c'est un manque de volonté politique ou si ce sont peut-être des difficultés techniques, mais la loi n'a pas été appliquée, et c'est ça, je pense, le grand défi. Voter des lois pour limiter l'accès de la pornographie aux mineurs, on retrouve ça partout en Europe. Il y a une loi en France de juillet 2020 sur les violences domestiques qui inclut l'obligation de vérifier l'âge des jeunes utilisateurs sur ces sites, mais comment appliquer ces lois ? Et il faut une véritable volonté politique et un engagement des gouvernements. C'est possible, comme vous l'avez dit, Monsieur Pöpping, c'est possible tout à fait, mais il faut un engagement concret et durable. Et alors, est-ce qu'on l'a un petit peu dans d'autres pays ? Est-ce qu'il y a dans l'Union européenne ou dans des pays européens des petits témoignages d'une volonté Alors, on a en France, comme je viens de vous le dire, en Espagne, on a des députés qui s'engagent contre cette pratique. De manière générale, dans les pays du nord de l'Europe, on a cette volonté aussi de protéger de passer par l'idée de la protection des enfants de ces dommages. Donc, je pense qu'il y a un certain consensus à l'idée que la consommation de pornographie chez les enfants est très problématique. Personne ne reviendrait sur cette idée. Mais c'est quelque chose que je pense se développe en Europe, une prise de conscience qui, j'espère, va aboutir à des résultats concrets. Parce que finalement, pour finir sur une perspective historique, en 68, il y avait eu l'effervescence du mouvement social, et il y avait même une tribune qui avait été signée dans Libération, qui est connue encore aujourd'hui, pour la légalisation de la pornographie. Donc il y avait tout un mouvement de pensée de gauche libérale pour pousser la liberté sexuelle, même auprès des enfants. On a quand même vraiment l'impression qu'aujourd'hui, en 2020, ce mouvement intellectuel n'a plus du tout cours, mais en face, malgré le fait qu'il n'y ait plus de mouvement pro-pédophilie, en fait, il y a une volonté très, très ténue quand même de lutter contre la pédophilie. Exactement, et je pense qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a pas un rapport sain à la sexualité dans nos sociétés. On le voit avec la polémique sur les tenues vestimentaires à l'école. Le problème, c'est pas tellement les tenues, c'est un autre débat. La question, c'est le regard qu'on pose sur ces jeunes filles, le regard que ces jeunes filles se posent sur elles-mêmes, qui est un regard qui est sexualisé, qui est éduqué à la pornographie dès l'âge de 11 ans. Donc c'est un rapport qui est clairement pas sain à la sexualité. Et je pense qu'on agite souvent le drapeau en disant la pédophilie, c'est dépassé, maintenant on protège les mineurs. Mais par exemple, aux Pays-Bas, on a un parti qui veut l'abolition de la majorité sexuelle. C'est une réalité, et c'est des mouvements qui reviennent en Europe. Et on n'a jamais d'acquis pour la protection
des enfants. Eh bien, merci beaucoup Bénédicte Collin pour cet éclairage. Merci aussi Grégoire Pupinck. Nous aurons l'occasion de faire le suivi de ces propositions une autre fois pour le droit en débat. Je rappelle que le rapport est disponible donc en français sur le site de l'ECLJ, www.eclj.org, et que vous pouvez réécouter les émissions d'RCF, je dis ça parce que vous étiez venu il y a plus d'1 an, sur donc, le site RCF Alsace, c'est gratuit. Vous pouvez retrouver donc tous les podcasts. À très bientôt sur RCF Alsace et pour le droit en débat, samedi prochain à 18h15.